Salut les amis. Être grow, c'est un peu comme être un savant fou. On teste plein de nouvelles expérimentations pour trouver la solution qui va nous générer de la croissance. Quelles sont les bonnes stratégies à mettre en place? Quelles sont les méthodes qui marchent? Quel est le bon mindset à avoir? C'est l'objectif de Conseil de Growth, répondre à une problématique bien précise avec des solutions concrètes que tu peux implémenter dans ton business dès demain. Je suis Alexis Bouvet, cofondateur de la marque Tailleur et de l'entreprise Growth Hiring, et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Conseil de Growth, et aujourd'hui on est en compagnie de Sylvain de Ciné qui va nous expliquer comment mettre en place du SEO, notamment quand on est un SaaS et qu'on démarre de zéro. Tout d'abord Sylvain, comment vas-tu? Ça va très bien, merci de me recevoir. Avec grand plaisir partagé. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, sur ce que tu fais, qui tu es, en quelques phrases? Sylvain, basé à Caen, en Normandie. Je travaille dans le web depuis trop longtemps maintenant. Ça commence à faire, mais voilà, j'ai démarré dans les produits de cybersécurité, tout ce qui était signature électronique, un petit peu et tout ça. Après, j'ai travaillé 4-5 ans dans le e-commerce. Avant qu'il y ait tout ça, c'est tout ça, j'ai fait une petite expérience chez un grand compte, dans une grande banque durant 2 ans, et aujourd'hui je travaille en tant que grosse, comme on dit, pour un SaaS, pour une boîte caennaise qui s'appelle Ciné et qui travaille dans la digitalisation du monde maritime. Trop bien. Donc le SEO et le SaaS, c'est des choses qui t'intéressent et que tu maîtrises. Est-ce que tu peux du coup nous en dire un peu plus sur la méthode? Qu'aujourd'hui, imaginons, on prend une personne qui veut lancer son SaaS, donc elle est au tout début de l'aventure, ou peut-être un peu plus avancée, mais n'a pas forcément de stratégie SEO bien déterminée. Quelle serait la première étape selon toi? Ouais. Alors très bonne question. Du coup, c'est vrai que ça fait un moment qu'on me pose cette question-là sur différents Slack comme Gros Hacking France ou quoi. Et comme tout le monde qui travaille dans le web ou en start-up ou quoi, j'ai des stagiaires, des alternants et tout ça, et qu'il faut former et faire monter en compétences pour qu'ils soient productifs. Déjà là, on va parler dans du SEO dans le cadre d'un SaaS classique, et donc d'une stratégie un peu basique. Parce qu'en fait, moi, ce que j'ai un peu remarqué, c'est que la plupart des SaaS, à part quelques petites exceptions comme, je sais pas moi, un Doctolib ou un Legal Start, qui vont pouvoir servir un nombre monstrueux de pages, par exemple Doctolib, tous les médecins de France, etc. Mais Ouais. la plupart du temps, un SaaS, c'est un produit qui répond à un pain point pour un client, et donc derrière, tu peux y adosser une stratégie de contenu tout à fait basique, qui est de publier des articles de blog. Parce que le SEO, ça peut être à la fois, tu vas entendre parler du SEO technique, tu peux faire énormément de choses qui peuvent être très complexes ou dures à comprendre, mais les bases du SEO, au final, c'est très simple. Alors, comme on dit souvent, je sais plus à qui j'ai volé ça, mais le SEO, c'est simple, mais c'est pas facile, en fait. Mmh. Et dans le cadre d'un SaaS, il y a pas besoin, en fait, de faire quelque chose de trop compliqué. Il suffit de dérouler un plan de contenu, et derrière, par effet boule de neige, par traction, ça va finir par fonctionner. Ce qui se passe, en fait, donc là, on est vraiment dans le cadre, hein. Moi, ce qu'on me demande souvent, c'est je travaille en tant que grosse, un peu généraliste, comme on est souvent en France, et je dois, parmi tout mon scope, parce que souvent le scope du gros c'est très large, je dois faire du SEO parce que Mmh. c'est un canal majeur. Du coup, évidemment, on parle de quelqu'un qui peut-être plus tard va se spécialiser dans SEO, mais en général qui est assez généraliste et qui peut pas être expert dans tous les sujets, ça n'existe pas. Donc, moi, voilà, ce que je conseille dans ces cas-là, c'est donc d'attaquer le pilier contenu du SEO, et ça repose en fait sur le principe hyper basique que plus tu vas publier de contenu, plus tu vas faire de trafic, en fait. Et comment tu vas choisir tes contenus, c'est ce qu'on va voir là. Mmh. C'est en fait,
le meilleur moyen aujourd'hui pour créer du contenu, c'est tout simplement de répondre aux questions des internautes. Trop souvent, très souvent, t'as beaucoup de gens qui peuvent faire l'erreur où tu es dans ton bureau et tu te dis tiens, moi mon sujet c'est la digitalisation du monde maritime et je sais que les gens qui travaillent dans ce domaine-là, ils vont vouloir qu'on parle de tel ou tel sujet. Et là, tu prends un grand risque parce que soit tu es assez fort pour penser pour tout le monde, ce qui est assez délicat en général, soit tu passes à côté et tu vas écrire un bel article que personne ne va jamais lire. Donc, comment tu fais? Alors, tu as plusieurs méthodes. Par exemple, Grégoire de Jump, qui est déjà passé chez toi, lui, il explique un peu la version radin malin avec des outils gratuits, mais tu vas sur Google, tu regardes les questions qui sont posées par les internautes, Google te les donne en fait. Donc en fait, tu prends une des questions et tu crées si la question est pertinente, tu écris un article pour répondre à la question tout bêtement, et tu déroules, et les premiers articles, quand tu pars de loin, il va pas se passer grand chose au début, et plus tu vas publier, plus tu vas créer ce qu'on appelle un cocon sémantique, et plus tu vas devenir une autorité reconnue par Google, entre guillemets, sur le sujet, et ça va te permettre de générer du trafic. Donc tout ça, tu me diras, c'est bien gentil Sylvain, mais comment on s'organise? En fait, pour faire ça, il y a pas besoin de grand-chose. Ça peut être fait avec des outils semi-gratuits. Mais en général, tu vas toujours entendre parler. Ce qu'il faut, c'est un outil de mind map. D'accord. Pour lister tout ton plan de contenu, organiser tes idées, ranger par catégorie, ce genre de choses. Donc on peut utiliser par exemple Miro, Whimsical, qu'on mettra en Voilà. description aussi. Moi, je dois utiliser MindMeister, je crois, parce que je suis MindMeister vieux, aussi, c'est ouais. les premiers. Exact. Voilà. Mais sinon, effectivement, il y a plein d'outils aujourd'hui qui permettent de faire ça, et en général, ceux-là, ils sont gratuits. Faut un CMS qui a fait ses preuves et qui pose pas de soucis pour le SEO. Alors, encore une fois, je suis là depuis un moment, donc moi j'ai mes habitudes dans WordPress qui posent aucun souci. Mais aujourd'hui, si tu veux faire du Webflow ou d'autres CMS, à partir du moment où c'est raccord et où tu sais où tu vois qu'il y a déjà des sites qui rankent avec ce CMS-là, il y a pas de souci. Il faut que ce soit, mais en tout cas, réinvente pas la roue à réinventer ton propre CMS. On voit ça aussi parfois. Ouais. Et si possible, évite de partir dans les frameworks JavaScript trop compliqués. Bon, c'est pas le sujet du jour. Ensuite, moi, ce que je conseille, c'est d'aller directement sur un outil professionnel qui coûte pas très cher. Donc, moi, je vais donner celui que j'utilise depuis des années, mais il y en a d'autres. Mais personnellement, moi, j'utilise Your Text Guru. Alors, si tu fais un peu de SEO en France, tu as forcément déjà entendu parler des Perronnet, qui sont des formateurs et des créateurs d'outils dans le domaine du SEO. Et si je dis pas de bêtises, pour 100 € par mois, tu as un abonnement illimité qui va te permettre de générer autant de leads que tu veux. Et cet outil-là, pour moi, il a plusieurs spécificités qui le rend vraiment au-dessus des autres. Donc déjà, il va te donner un brief pour tes rédacteurs si tu as outsource, ou pour toi en interne pour te donner les mots-clés à placer et tout. Très classique. Par contre, il va faire deux choses qui, à ma connaissance, les autres font pas. C'est il va te donner les fameuses People Also Ask, donc les questions posées par les internautes. En un clic, tu vas pouvoir générer autant de leads et ta stratégie de contenu, elle va être quasiment infinie. Et ils vont te donner aussi ils calculent un score en fait de positive et de négative SEO, et les gens ils vont toujours te demander c'est quoi un bon score ou quoi. Et en fait, comme toujours en SEO, ça dépend. On ne sait pas trop. Et du coup, ce que tu peux faire dans ce cas, c'est qu'en fait, eux, ils vont te donner la SERP, les 10 premiers résultats, et le score qu'ils calculent pour les 10 premiers résultats. Et là, ça devient hyper intéressant et hyper facile, parce que selon ta niche, selon ton secteur, selon la concurrence, l'effort à produire va pas du tout être le même. C'est-à-dire que tu vas regarder les 10 premiers, essayer de voir si les scores ils sont plutôt très élevés, le score positif, le score négatif aussi, parce que si tout le monde a un score négatif, c'est la suroptimisation, le score négatif. Ouais, c'est très score positif, score négatif. Ouais. Score négatif, c'est quoi à peu près pour toi? Alors le positif en fait c'est est-ce que tu as bien mis tous les mots-clés avec la bonne du mot-clé le plus important au mot-clé le moins important avec le bon nombre d'occurrences et tout ça. Le négatif c'est la suroptimisation, si tu as trop bourriné quoi, tu vois, si tu as mis ton mot-clé partout. Et Google en fait en fonction des SERP, il va pas tolérer
le même degré de suroptimisation d'une page. Par exemple, en France aujourd'hui, si tu veux te lancer dans la fintech et autour de tout ce qui est crédit ou les assurances ou quoi, ce qui est extrêmement concurrentiel, alors tu vas avoir des chiffres d'optimisation et de suroptimisation qui vont être très élevés parce que ça fait tellement d'années que tout le monde travaille ces sujets-là avec des très bons SEO que tout le monde est optimisé. À l'inverse, si tu dans une petite niche ou un sujet qui intéresse moins de gens, et ben là tu vas avoir des scores un peu plus bas. Et toi en tant que SEO, tu vas toujours essayer de faire un peu mieux que ce que font les autres, mais pas trop mieux non plus, parce que si tu suroptimises alors que tout le monde a été plutôt mauvais, ça va pas être ça va pas être bien perçu forcément par Google non plus. Et donc avec ces différents scores, tu adaptes l'effort que tu mets sur ton contenu pour plus ou moins mettre soit être très optimisé pour le SEO ou un petit peu moins, ce qui peut permettre des fois en plus d'être plus libre dans ta rédaction si les autres ont moins fait l'effort. Et, euh, et voilà. Et donc tout ça est toujours dans le cadre d'un gros donc, qui fait 10 000 trucs différents et qui a pas le temps pour tout ça. Moi, ce que je conseille vraiment, c'est qu'en France, on a quand même la chance d'avoir un mec comme Sylvain Perronnet, qui est un ancien universitaire. Donc, c'est-à-dire que son vrai métier, c'est de former et d'apprendre aux gens dans l'algorithme de moteur de recherche. Et ce qui va avec, alors j'ai aucune affiliation, rien du Mais il tout, faut mais recommander des gens s'ils sont bons, il y a pas de souci, au exactement. Et contraire. en fait, moi je trouve ils ont fait un truc qui est super et un peu, alors je pense que en mode secret bien gardé et tout ça, mais qui est accessible, c'est qu'ils ont sorti une formation en fait qui s'appelle Cocon SEO, parce qu'en France on parle de Cocon obligatoirement quand on fait du SEO, et où ça doit durer entre 7 et 10 heures, si je dis pas de bêtises. Et en fait, en plein de petites vidéos qui sont hyper bien structurées, qui correspondent aux formations qu'ils donnent, ils vont t'expliquer basiquement comment fonctionne le moteur de recherche et comment il interprète le contenu, il parcourt le contenu, il comprend ton contenu, et comment utiliser, bah, c'est eux qui ont fait l'outil Your Tag the Who, donc comment faire ta stratégie SEO avec leur outil. Et ça, je peux en parler très concrètement, puisque j'ai dans les 2 dernières années ou 3 dernières années, quelques mois après, j'en sais rien, j'ai eu à former enfin 4 personnes sur ces sujets-là, et avec une c'était plus compliqué, mais j'en ai 3 pour qui ça s'est très très bien passé. Donc je sais pas s'ils écouteront, mais Baptiste, Austin et Lohan, avec cette vidéo-là, avec un peu moins à côté pour répondre aux questions, et avec les contenus à produire, ils ont réussi à monter très très rapidement en compétences et à devenir pour une de mes alternantes en tout cas, à devenir content SEO de son vrai métier, tout ça, et à un très bon niveau, quoi, avec des vrais résultats sur le site. Donc, en plus, c'est quelque chose, je trouve, qui est top, parce que, alors, c'est pas sexy, c'est pas fun, parce que tu ponces les basiques, tu t'écris des longs contenus, des formats articles de blog, un peu à la HubSpot et tout ça, qu'eux, ils ont réussi à pousser à un niveau extrêmement élevé avec des volumes de production énormes. Et tu ponces les basiques, tu peux pas te rater, en fait. C'est-à-dire que si tu te laisses piloter par les outils et ce que les internautes cherchent vraiment, que tu vises la longue traîne, parce qu'au final, tout ce qui est bling bling, et si tu veux faire un beau post sur LinkedIn et tout ça, bah, vaut mieux aller sur des mots-clés très concurrentiels et dire, vous avez vu, je suis premier sur tel mot-clé et tout. Mais en vrai, le business, la plupart du temps, à quelques exceptions près, il va être dans la longue traîne, en fait, dans les questions que les gens se posent. Et quand tu réponds à la question des gens, tu vas et développer ton branding, parce que tu te positionnes en tant qu'expert et tu montres que tu sais de quoi tu parles, et ton SEO sur des gens qui vont aller chercher à des niveaux d'engagement différents des informations sur un produit que tu fais. Et après, alors tu as d'autres enjeux qui sont de faire passer du blog au produit, et ça c'est toujours un petit peu difficile, mais voilà. Et ça marche vraiment avec des gens qui viennent de différents horizons, c'est un petit peu technique, mais vraiment pas trop. Et si t'es bien acharné, si tu te focuses sur les bases, bah, t'avances et ça finit toujours par marcher. Alors ça va être long, ça va pas être comme certains SEO Black Hat ou ce que tu peux faire, ou des mecs avec les backlinks et tout, ils vont arriver beaucoup plus vite que toi. Par contre, c'est pérenne. Il y a peu de chances que tu te prennes un scud de la part de Google, et sur le long terme, tu vas gagner, quoi. Donc travaille un peu de forçat du web, quoi, mais qui Trop fonctionne bien. hyper bien. Super intéressant. Moi, j'aimerais bien justement aussi avoir ton avis sur, par exemple, bah,
je sais qu'il y a pas mal d'outils d'IA qui vont Mmh. aider à la rédaction d'articles. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que tu recommandes, et que tu penses qui marche vraiment sur la rédaction d'articles SEO ou pas du tout? Si tu as un avis là-dessus, je sais pas si tu en as un? Alors, ouais, c'est une question, je pense que c'est, la question principale, et sur laquelle il y a beaucoup de tests actuellement. Alors comme d'hab en SEO, faut tester. Moi, l'utilisation que j'ai, alors pour le coup, j'en fais un petit peu, c'est, sur, sur certains contenus. Par exemple, nous, on a une stratégie avec des partenaires, on fait des fiches, partenaires. Par exemple, là, utiliser des outils d'IA pour, rédiger la description du partenaire, si c'est une boîte connue ou quoi, ça fonctionne très bien et tu vois c'est de la petite requête et tout ça. L'article de blog complet écrit entièrement par l'IA où t'as pas à relire et où t'as juste à publier sur ton CMS, ça, à Mmh. ma connaissance, pour quelque chose encore une fois de pérenne, ça fonctionne moins bien. Moi je trouve ce qui marche bien, c'est tu fais rédiger un paragraphe, tu fais rédiger une partie et tu refais passer un humain dessus en fait. Tu vois, et tu prends des petits bouts, donc en gros ça va te faciliter le travail, ça va te donner une partie des clés, mais il y a toujours un travail humain derrière, parce que au final, ce qui est important aussi en SEO, c'est de se différencier, et parce que t'es rarement le seul à essayer de répondre à la question sur un même sujet. Si tu prends un parallèle qui est euh, pas tout à fait le même, mais qui est quand même assez proche, c'est qu'il y a un moment, ça fait quelques années maintenant, tu as eu la mode de la traduction automatique avec DeepL en fait. Ouais. Et au tout début, ça cartonnait. C'est sur des petits side projects et tout, tu te marrais bien. Puis à un moment, tout le monde s'est mis à utiliser et à copier les mêmes sites ou à se copier les uns les autres. Et après, bah, sur certaines niches ou encore une fois, si tu te différencies et que tu vas là où personne copie, ça peut toujours fonctionner. Mais par contre, si tu copies des trucs que tout le monde a copiés sur des sujets un peu génériques, bah, tout le monde écrit la même chose et ça complexifie un peu le truc. Ouais, et du coup, tu perds aussi un peu Ouais. d'impact et Moi, je vois même vraiment ça comme une aide à la rédaction, quoi. OK. Vraiment, c'est ouais, c'est un soutien et puis même, Mm. je pense que tu vois, sur des sujets où tu as vraiment une expertise ou un avis à donner et des conseils, Mm. bah, malheureusement, je pense que l'IA a pas assez de connaissances et a pas cette expertise pour, donner une bonne réponse pertinente. C'est ça. Même si en fait, et puis il faut différencier les deux parce que enfin je vois tout à l'heure on a vu c'est marrant, j'en parlais avec des potes et avec, j'ai un confrère qui a posé une question, qu'est-ce qu'il faut mesurer quand tu fais un A/B test? Et en fait, quand tu vois la réponse, Mmh. il a répondu en rigolant que le bot il pourrait passer les tests d'entretien d'embauche en fait chez eux quoi, tellement la réponse est bonne. Mais et donc le contenu est ok. Par contre, en termes de SEO, le problème que tu peux avoir, c'est que bah, c'est tout ce qui va être autour du contenu dupliqué, où si tout le monde fait ça et que des articles autogénérés, il y a quand même une probabilité assez grande que sur le long terme, tout soit dupliqué, quoi. OK et le plagiat justement, comment ça peut impacter, ton SEO? Que ce soit toi plagié ou être plagié, quel est l'impact? Alors, ça dépend de plein de trucs. Tu, la plupart du temps, tu vas être, en fait, ça dépend vraiment du site, qui te copie, quoi. Mmh. En général, les bons et les vrais sites, ils vont pas copier les autres, ils ont leur propre stratégie. Donc en gros, des sites qui vont avoir une grosse autorité, c'est-à-dire beaucoup de backlinks et tout ça. Et voilà, la paternité du contenu sur Google, c'est pas celui qui publie le contenu en premier OK. que Google va forcément lui attribuer la paternité. Tu vois, contrairement à Mmh. l'idée reçue, tu dis oui, j'ai publié le premier, c'est moi mon contenu. Non, si toi tu publies un truc sur le web marketing, le contenu et tout ça, et qu'HubSpot après il reduplique ton contenu et tout sans dire qu'ils t'ont dupliqué, il y a moyen que ça se passe assez mal pour toi. T'as beaucoup de trucs aussi côté contenu automatique où t'en as beaucoup, ils vont reprendre du contenu. Ce qui se fait plus, c'est prendre des bouts de contenu sur plein de sites et puis mixer un peu tout ça pour essayer d'en faire un contenu unique. Donc en fait, ça dépend vraiment, ça se monitore. Alors, pour le coup, c'était pas, mais moi j'utilise un outil, je fais une petite pub qui s'appelle Kill Duplicate, qui te permet vraiment de monitorer à quel point ton contenu est dupliqué. Donc ouais, une page dupliquée en entier, c'est un problème.
Souvent, c'est sur des sites de merde, faut regarder un peu, mais souvent, c'est des petits bouts qui sont dupliqués et faut monitorer pour voir si c'est un vrai problème ou pas, quoi. Si c'est un site qui te duplique, en général, ça va pas poser de problème, quoi. Si ça commence à être 150 sites, là, ça Ah, ça commence à être chaud, ouais. ouais. Est-ce que tu as d'autres outils, d'autres sites que tu as l'habitude d'utiliser aujourd'hui au quotidien pour le SEO, autres que tu nous as donné ou... Non, après donc voilà, j'utilise donc Your Text Guru ou pour le coup c'est pareil, moi je supervise le SEO là où je travaille, mais donc c'est une collègue qui est en charge de cette partie-là, donc qui est vraiment stratégie de contenu basique. Donc on utilise les outils donc Your Text Guru, comme j'ai déjà dit, la Search Console pour suivre l'évolution, des positionnements, du tracking, du tracking des impressions, du volume, donc impression clic. On utilise Babar qui s'interface bien avec Your Text Guru, qui est un outil pour tout ce qui est backlink et tout ça, donc qui va être équivalent, façon de parler, mais des href, SEMrush et ce genre de choses. D'accord. Et c'est à peu près tout. Parce qu'on est Ok. vraiment pour le moment sur une strat basique. Et ouais, pour tout ce qui est IA et tout, moi j'utilise White Sonic, qui je trouve White. très bien parce que ouais, en fait ils ont plein de petits use cases, des posts LinkedIn, des articles de blog, des définitions, ce genre de choses. Trop bien. Bon, bah, génial, on va pouvoir les mettre dans la description et j'espère que ça en aidera plus d'un, du coup, qui font du SEO. Moi, je te propose, vu qu'on arrive à la fin de l'épisode, de te poser une dernière question. Savoir si tu as un dernier conseil d'amis pour ceux qui nous écoutent. Et ouais, c'est un peu en résumé de ce que j'ai dit tout à l'heure, mais il y a, tu vois, même en parlant, je me disais, bah tiens, la formation Cocon SEO, elle existe depuis 3 ans et ça marche toujours aussi bien. C'est que déjà, il y a beaucoup on peut se former en ligne facilement. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites. Il y a des choses qui évoluent assez peu finalement. Alors, le SEO, à la fois, tu as l'impression qu'il se passe tout le temps beaucoup de choses, et puis au final, quand ça fait longtemps que tu fais ça, il y a des choses qui ont changé, mais les fondamentaux, pas tant que ça. Donc vraiment, avoir une approche basique, déterminée, et où tu fais des choses simples et tu les fais très très bien. C'est-à-dire, tu peux, dans certains cas, et si c'est très utile, tu peux partir aujourd'hui, on appelle ça le programmatique SEO. Ça revient un petit peu à la mode, alors que ça existe depuis hyper longtemps, donc de la génération de pages automatisée. Tu peux aller regarder du côté des générateurs de contenu GPT-3 et tout ce que tu veux pour faire ton contenu automatisé. Mais dans le fond, t'as pas besoin de rendre les choses difficiles. Tu prends ce que cherchent tes internautes, ta cible, t'essayes de trouver où ils sont, ce qu'ils cherchent vraiment, c'est quoi leurs préoccupations, et tu réponds à toutes les questions possibles qui peuvent se poser avec le bon niveau de détail et de compréhension. Et à l'arrivée, ça prend le temps que ça prend, ça va pas démarrer en 2 semaines, ça c'est sûr, mais ça finit toujours par fonctionner. Génial. Bah, merci à toi, Sylvain. C'était super intéressant. C'était un épisode très riche. On peut te retrouver du coup sur LinkedIn. Je te mettrai le lien aussi de ton LinkedIn en description. Je te dis merci à toi et surtout à très vite. À plus, salut! Salut, ciao, ciao. J'espère que cet épisode t'a apporté de la valeur. Si tu veux me motiver et me soutenir pour faire encore plus de contenu, tu peux mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et me confier tes problématiques en commentaire. Tu peux aussi le partager autour de toi si tu penses qu'il peut aider. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi.